Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous reprenons une autre série de vidéos qui concerne toujours les échanges commerciaux dans l'espace à Caen. Alors, un aspect de ce commerce-là prenait deux directions, le nord et le sud. Avec le nord, l'on avait les marchés de Bego, dans le royaume d'Anin Soko, Bondoukou, dans le royaume Brondiama, Salaga, dans le Gonja, et Yendi, beaucoup plus au nord. Les marchandises concernées ici étaient la cola, les captifs, le fer, les produits de la forge, le beurre de karité, les cotonnades. Sur les marchés du nord, la monnaie principale était le kori. Les Ashantis, en échange de la cola et des produits de la côte, obtenaient les produits du nord. Un esclave à Salaga coûtait entre 10 000 et 14 000 noix de cola. 2 000 koris faisaient le prix d'un esclave ou d'un captif. Je préfère dire captif parce qu'en Afrique, le captif ne perdait pas sa dignité humaine comme on le voit chez les Caucasiens. Durant la deuxième moitié du 19e siècle, le marché de Kintampo, dans le Gonja, va supplanter celui de Salaga. Ceux d'Ateboubou créeront l'escale d'Amaniampon, un pont pour bénéficier des transactions commerciales à Salaga. Cela veut dire quoi? Ateboubou, disons que c'est une zone du Bono qui est beaucoup plus à l'est. Voilà, beaucoup plus à l'est. Et donc, il va se créer je peux dire un circuit commercial entre cette zone d'Ateboubou-là et puis la partie de la Chantilly qui est, disons, vers les zones de Mampon. Voilà. Les Ashantis concernant le commerce du sud apportaient l'ivoire, la poudre d'or que je peux dire, de façon fausse, les gens ont cru que c'était une marchandise alors que c'était la monnaie. Les produits du nord et les captifs. Voilà. Donc, l'Ashanti servait aussi de relais dans l'acheminement des produits du nord vers la côte. Ils achetaient des armes à feu, de la poudre à canon, des vêtements, du poisson, du sel et toutes sortes de produits européens. Avant le XVIIIe siècle, les futurs Ashanti traitaient avec les intermédiaires Fanti, notamment ceux d'Ogwa, c'est-à-dire Cape Coast. Les Ashanti voulaient devenir eux-mêmes de grands courtiers locaux et ils y parviendront en faisant d'Edna, c'est-à-dire Elmina, l'une des bases de leur commerce. Ils parviendront grâce à des résidences près des forts à faire un commerce direct avec les Européens, ce qu'ils recherchaient au demeurant. Les Ashanti commerçaient sur tous les forts, depuis le fort Apollonia en pays Zema à l'ouest et ceux d'Accra à l'est. Ils exerçaient un contrôle strict en filtrant la quantité d'armes qui transitaient par Koumassi, leur capitale, pour les marchés du nord. Voilà. C'était ça parce que les Ashantis ont conquis beaucoup de territoires au nord de leur espace, notamment les espaces Bron, et puis Gonja, Dagomba, Nanumba. Donc, ils faisaient un contrôle des quantités d'armes à feu qui allaient dans ces régions-là. Voilà, pour ne pas que ces régions soient trop armées par rapport à eux, les Ashantis. C'était une mesure des Asantehines, c'est-à-dire des rois des Ashantis, pour assurer la supériorité ashanti dans l'armement sur les chefferies tributaires du nord de la Confédération. De Koumassi partaient plusieurs voies commerciales. L'une allait de Koumassi à Aburadunkwa, puis à Numambo ou Ogwa. Là, c'est de Koumassi vers le sud. De Koumassi, une voie menait à Krompon, puis Elmina. À Krompon, c'est dans le Wassa. De Koumassi, l'on pouvait gagner Benin, la capitale de Nzema, en passant par Uosso, la capitale de l'Assaillé Uosso. La voie qui de Koumassi menait à Accra passait par Kiebi, Anachimabwakwa et Asamankese dans la Kwamou.
après cette zone va devenir la Kwapeme. Une voie à partir de Koumassi menait à Oda pour aboutir à Winneba. Oda, c'est toujours dans la Tchem, pour aboutir à Winneba sur la côte. Une voie de Koumassi menait à Nkoranza, notamment en zone Bono, ou Tachiman, toujours en zone Bono, en passant par Donkon Kwanta. De Koumassi, l'on se rendait à Djuaben pour gagner Ketikrache, qui est beaucoup plus à l'est, vers la Volta. De Koumassi, pour se rendre à Salaga, l'on pouvait passer par Djuaben, Atua, Ateboubou et Yedji. Bon, pour Salaga, ça fait partie d'un des marchés du nord. Hein. Donc Djuaben, c'est toujours en Ashanti, Atua, et puis Ateboubou qui est dans la zone Bono, qui est beaucoup plus à l'est. Le commerce des armes à feu fera prospérer les marchands Ashanti, car posséder un fusil était un signe de maturité. Des personnes, même individuellement, allaient occasionnellement sur la côte s'acheter un fusil. D'où l'expression Ashanti qui dit « Ce n'est pas à Prasso que l'on achète des fusils. » Cela sous-entend que c'est sur la côte que l'on acquiert des fusils. En Ashanti, même les grandes places de marché étaient Koumassi et Egura. Les marchés de moindre importance étaient Offenso, Kokoté, Efiduas, Mampon et Bakwai. Donc les grands marchés, c'est la capitale Koumassi et puis Egura. Maintenant, il y a les marchés de moindre importance que je viens de citer, c'est-à-dire Offenso, Kokoté, Efiduas, Mampon et Bakwai, toujours en Ashanti. En Ashanti, Achem, le marché local était Obogou. L'Ashanti Akem, disons, c'est un territoire où se vont s'installer des Ashantis venus principalement du royaume confédéré de Djuaben, voilà, qui vont demander des terres, et puis les Achem, à Boakwa vont leur céder des terres, et puis ils vont créer ce qui va devenir Ashanti Achem. En Adansé, au sud donc de l'Ashanti, le marché local était Edoubiassé. Sur le marché de Koumassi, les Ahinekwa, c'est-à-dire serviteurs de roi, prenaient aux marchands une petite taxe appelée adjoafié. Voilà. L'on y trouvait aussi bien des produits du nord comme ceux du sud. On usait aussi bien de la poudre d'or comme monnaie, autant que des coris, car il y venait des marchands des marchés du nord. Il y avait un commerce intense entre l'Ashanti et Bondoukou dans le Grand Diamant. Berekoum, Bechem et Lahafo apportaient beaucoup de cola sur le marché de Bondoukou. Vous voyez, donc vraiment, on voit que l'espace à Caen est un espace économique vraiment intégré. Ce qui manque encore à notre Afrique actuelle. Cape Coast Castle, où il y a le fort des Anglais justement, bâti par la Royal African Company durant le XVIIe siècle, deviendra le quartier général de l'administration de la dite compagnie. Dans ce fort, comme dans les autres, le commerce des esclaves va s'accroître entre 1765 et 1771. Les Ashantis seront de grands fournisseurs de captifs qu'ils obtenaient contre surtout des armes et munitions. Les Fantis étaient des intermédiaires commerciaux actifs, notamment autour des forts et factoreries. William Ansa, originaire d'Anoumambo, et Philippe Kwake Dogwa, éduqués à Londres, reviendront être chez eux d'importants marchands. Des marchands mulâtres étaient très actifs sur le littoral Fanti. L'un d'eux, Richard Brou, construira un fort qu'on appelle Castle Brou, armé de canons de défense. Il tentera de poursuivre le commerce des esclaves aboli par les Anglais en 1807. Les Espagnols, les Portugais et les Brésiliens voulaient poursuivre ce trafic et le roi Ashanti était disposé à devenir leur fournisseur. Mais bien sûr que les Anglais ont interdit et ils vont tout mettre en œuvre pour que le trafic de la traite des esclaves s'arrête. Richard Brus, surnommé San Cato, établira des contacts avec des marchands d'esclaves américains en septembre 1817. Le gouverneur Hope Smith tenta de le capturer, mais Brou, avec l'aide des populations de Tantoum, s'en ira à bord d'un navire espagnol.
comme je l'ai dit, les Anglais voulaient vraiment mettre fin à ce trafic-là. Quelques semaines après, il obtient des esclaves auprès des Ashantis qu'il revend aux Espagnols. Il est vraiment têtu, ce mulâtre-là. Il opérait à Aboura, où il y avait un résident Ashanti aux ordres du roi Osei Bonsou Pani. Des Ashantis installés à Aboura Dunkwa demeuraient actifs dans le commerce des esclaves. Voilà. Certains voulaient toujours poursuivre ces affaires-là. C'est ça les problèmes, les êtres humains. Quand ils ont un intérêt, ils ne veulent pas écouter, même si cet intérêt-là génère des souffrances. Avant que la Côte de l'Or ne soit exportatrice d'esclaves, elle achetait des esclaves venus de la Côte des esclaves et vendus par les Portugais à Elmina. Donc au départ, les Portugais même prenaient des esclaves sur la côte des esclaves, c'est-à-dire de la zone qui part, disons, du Togo actuel jusqu'au Nigeria. Et venaient les vendre justement sur la Côte de l'Or. Voilà. Entre 1486 et 1493, le commerce des esclaves fait par les Portugais s'accroît sans cesse. Les marchands d'esclaves contre les hommes marchandises obtenaient des produits divers. Abou Bakr, par exemple, sera fait prisonnier lors de la prise de Bouna par les armées bron du roi Adigra Kouma, qu'on appelle aussi Kwadjo Adingra. Il sera conduit à Bondoukou, puis à Koumassé. De là, il est envoyé à Esikouma, à Djumako, puis Dago, sur le littoral, où il sera vendu aux marchands d'esclaves européens. Qui est Abou Bakr? Abou Bakr, en fait, c'est un musulman, un Africain musulman, qui était à Bouna. Il était à Bouna, il résidait à Bouna. Et quand les armées du royaume Brondjama ont envahi Bouna, il a été pris comme prisonnier de guerre. Et finalement, bon, il va se retrouver sur la côte. Notamment, à Djumako, c'est dans le Gomois, en pays Fanti. Et puis de là, bon, il sera vendu aux marchands d'esclaves européens. Voilà. Donc avec lui, on a un circuit précis, justement, d'un esclave, son parcours, depuis sa prise, par, je peux dire, ceux qui ont fait de lui un captif, jusqu'à sa vente auprès des Européens. C'est pour ça que ceux qui disent que les Européens, concernant la traite négrière, n'ont fait que des razzias, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le cas de Abou Bakr le montre. Ce sont les armées Brondjama qui l'ont fait prisonnier lors de leur expédition militaire à Bouna. Et puis finalement, ils l'ont vendu. Vous voyez, c'est un cas précis qui montre que cette théorie qui veut faire croire que les Africains dans la traite négrière n'ont fait que subir des razzias et que quelques-uns parmi eux n'y ont pas participé, ce n'est pas vrai. Quelques-uns parmi eux y ont participé parce qu'ils y trouvaient un intérêt. Parce qu'ils y trouvaient un intérêt, ils gagnaient quelque chose à le faire. C'est très clair. Les Ashantis, bien qu'ayant pris une part active au commerce avec les compagnies européennes, ne se voulaient pas un peuple marchand, mais un peuple agriculteur et guerrier. Joseph Dupuis, au moment de sa mission à Koumassi, conseillera au roi Ashanti de faire de sa capitale un dépôt des produits manufacturés anglais. Mais il retorqua que les populations qui vivent près du grand fleuve Niger maîtrisent mieux le commerce que les Ashantis, qui sont surtout des guerriers. Vous voyez. Donc, il parle un peu des populations qui sont dans la boucle du Niger, voilà, qui sont des peuples commerçants, comme il dit. Et ça, c'est le roi des Ashantis même qui le dit. Il dit, eux, les Ashantis, ils sont des guerriers. Ils ne sont pas des commerçants. Voilà. Une partie des relations commerciales de l'Ashanti avec Salaga et Yendi prenait la direction nord-est. Par le biais de Bondoukou, les Ashantis et les autres Akans avaient des relations commerciales indirectes avec Kong, Djenné et Tombouctou. Voilà, donc, il y avait donc une relation aussi avec les grandes localités commerciales du Moyen Niger. M. Swanzi, dans sa communication devant le Parliamentary Committee en 1816, affirmait n'avoir jamais vu ou appris qu'un Aoussa ou un natif du Nord soit venu commercer à Cape Coast ou ailleurs sur la côte. Évidemment, parce que les populations qui sont entre la côte et le Nord se voulaient des intermédiaires du commerce. Donc voilà, ils voulaient garder leur privilège d'intermédiaire. Les Ashantis, indiquent-ils,
ne permettait pas aux marchands du Nord d'aller au-delà de Koumassi, de même qu'il empêchait les Fanti d'aller au nord de Koumassi. Et ça, son rapport est vrai et juste. Voilà. Parce que les Ashantis voulaient garder ce privilège d'intermédiaire. Voilà. C'est tout. Là, une province Ashanti avait l'obligation de diriger son commerce sur Koumassi. Le commerce à Afo subissait le monopole des marchands de Koumassi. Voilà. Alors cela était appelé Douabosofo, aussi bien avec Bondoukou qu'avec le littoral. Un représentant de Koumassi installé à Abessim et surnommé Kankan Mahia percevait des droits sur les marchands qui exerçaient là leur activité. Bon, ces droits, évidemment, c'était pour le roi des Ashantis. À Nkawé, village situé à quelques kilomètres de Koumassi, un autre représentant dont l'un sera Adou Enim percevait des droits pour la Santehene auprès des marchands. Voilà, donc les rois prenaient donc des impôts. La Brondiaman, pays où les marchands ashantis étaient actifs, était traversé par une voie commerciale importante qui reliait le Niger au golfe de Guinée en passant par Bobo Dioulasso, Kong et Koumassi. Le long de cette voie, du sud au nord, arrivait la cola, la poudre d'or, qui est en fait en réalité la monnaie, les produits du commerce européen et le sel marin. Du nord au sud arrivaient les esclaves, le sel gemme, le bétail et l'ivoire. Ce commerce fera la prospérité de Bondoukou au XVIIIe siècle. Bondoukou qui était une ville commerciale du Bron-Diamant, du territoire à Bron. Les Bron-Diamants, pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, orienteront une partie de leur commerce vers la côte Kwakwa, c'est-à-dire la côte qui va d'Assini jusqu'à Grand Laou. Ils s'impliqueront dans les échanges que faisaient les Abourés, les Aké, les Goua, c'est-à-dire les Ngbato, les Mechibo, c'est-à-dire les Eotilé, et Agni, dans la zone de la plaine du Komoué, où l'on avait des marchés à Mleklo, Peteplé, Mpérié et Mossou. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ce commerce était vraiment un commerce international et l'espace à Caen était vraiment un espace d'activité économique intégrée. C'est important. Sur l'axe fluvial et commercial du Komoué, des cités comme Ara vont prospérer au XIXe siècle. Krébé et Dalosso, au site orifère dans la Hua, animeront aussi ce commerce. Déjà au XVIIIe siècle, il faut savoir que ces zones-là, Krébé, etc., c'est dans le Moronou, c'est dans l'Agni Moronou, voilà. Dans le pays des Morofos, des Agni Morofos. Donc, des échanges commerciaux anciens étaient alimentés par des produits locaux. Les nouveaux courants commerciaux étaient animés, entre autres, par des marchands Nzema, ce qu'on appelle ordinairement les Apolloniers. L'axe commercial le long du Komoué menait à la côte Kwakwa. Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, cette côte fournira de l'huile de palme en abondance à l'Europe. Parce que, justement, avec l'industrialisation, les machines ont besoin de graisse. Voilà. L'un des grands courtiers de cette côte était le régent Atekeblé de Mossou. Atekeblé qui était effectivement un régent. Lui, il était du lignage Asokopoué, dont il assurait la régence, alors que la famille royale est Samandjemlé. Voilà. Dans le royaume des Abourés et de Mossou. Les premiers traitants africains seront des courtiers entreprenants. Ils avaient même des entrepôts et servaient d'intermédiaires entre les maisons européennes et leurs frères africains. À cause de la bonne disposition des populations de la côte Kwakwa à commercer, les Européens appelleront aussi leur côte des bonnes gens. De Laou à Assini, en passant par Emokwa, c'est-à-dire le Jacquesville actuel, les natifs commerçaient avec les Européens et échangeaient entre eux. Le commerce était ouvert et libre, mais à cause du trafic des esclaves, les natifs faisaient en sorte que ce soit des gens d'origine servile qui montent à bord des navires. Parce que justement, quelquefois, quand des gens montaient à bord des navires pour le commerce, les Européens les emportaient comme esclaves. Et comme toujours, quand il s'agit de défendre leurs intérêts, ils font n'importe quoi.
les premiers produits apportés par les Européens étaient des toiles de Silésie, toiles de Hefei, des draps de lit, des tapis, serpes, sabres, des vêtements, des pots de cuivre, des cadenas, des trompettes, des bracelets en cuivre, des barres de fer, des haches, des couteaux, des miroirs, corail, tabac, pipes, du vin, etc. Les produits proposés par les Akans dès le début du commerce avec les Portugais étaient l'ivoire, le gingembre, les peaux de crocodile, les peaux de singe, les peaux de panthère, de serpent, du poivre de Guinée, des dents d'hippopotame, etc. La poudre d'or était proposée comme monnaie. Alors vous voyez les produits échangés. Comment est-ce qu'on peut dire que les Africains sont dupés dans cette affaire? Non, ils ne sont pas du tout dupés. Voilà, ils ne sont pas du tout dupés. La poudre d'or était mise dans des boîtes de bronze où il y avait de petites figurines en bronze ou autres métal représentant des personnages, animaux, plantes et des objets divers. Une cuillère d'un modèle particulier servait à prendre de la poudre d'or mise dans un plateau d'une pesette. C'était dans le second plateau que l'on pesait la figurine. L'on posait la figurine. La poudre d'or était donc la monnaie par excellence des populations de culture et de civilisation Akan. Les Européens, en voyant la poudre d'or comme une simple marchandise, ont parlé de commerce de l'or alors qu'il s'agissait d'un commerce dont la poudre d'or était la monnaie. Voilà ce qui serait juste aux yeux des Akans. C'est ce qui est vrai d'ailleurs. Le Bénin était l'unité qui permettait l'évaluation du coût de la marchandise en poudre d'or. Les figurines étaient en réalité des poids-monnaies. Les figurines avaient une certaine valeur pondérale qui était admise par convention comme correspondant à une certaine quantité de poudre d'or supposée de même poids. La poudre d'or était la monnaie réelle qui se substituait à la monnaie théorique symbolisée par la figurine. Un bénin était censé peser le poids d'une pierre, donc yoboué. La poudre d'or était donc la monnaie qui ne se dévaluait jamais, qui ne s'achetait pas et ne se vendait pas, mais était substituée à une marchandise reçue. Voilà. Les figurines du Dja étaient fabriquées par le procédé de la fonte à la cire perdue ou dans le vide laissé par un moule naturel, soit par le procédé de la gravure du burin. Cela indique que l'activité de la forge était importante dans le monde Akan. L'unité de base dans l'usage de la poudre d'or chez les Akans de l'Est était le takou et chez les Akans de l'Ouest était le ba. Et donc ils avaient deux unités de base qui étaient différentes. Le takou chez les Akans de l'Est qui étaient plus à l'Est comme les Ashanti, les Fanti et autres. Et puis maintenant le ba chez les Akans qui sont plus à l'Ouest comme les Agni, les Baoulés, etc. Voilà. L'unité la plus grande était le pérédouan, qui se dit aussi pérégouan. D'après le professeur Georges Nyangoura-Bois, un bénin faisait 384 bas, soit 56 grammes 80 de poudre d'or. Le pérégouan faisait 486 bas, soit 71 grammes 92 de poudre d'or. Donc vous voyez la différence entre la quantité de bas par rapport au takou ou au pérégouan. Le takou faisait, indique-t-il, 0,222 grammes de poudre d'or et le bas 0,148 grammes de poudre d'or. Voilà. Ouais. 0,222 pour le takou, 0,148 pour le bas, concernant la poudre d'or. Le commerce dont la poudre d'or était la monnaie, nous préférons dire cela que de parler du commerce de l'or, au XVIIIe siècle sera supplanté par le commerce des esclaves. Dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'huile de palme et le caoutchouc s'ajoutent aux produits demandés par les Européens. Kwame Yeboah Dekou soutient que les zones aurifères de Laouine et Ouassa qui recevaient des vivres contre de l'or vont dépendre des régions productives de vivriers pour leur subsistance. Bon, nous ne partageons pas cette idée. En effet, la production de l'or était saisonnière. Laouine et le Ouassa étaient des zones forestières où l'agriculture était l'activité principale. Les produits européens étaient convoyés vers l'intérieur pour être revendus. Quand les Portugais vendront des esclaves sur le littoral de la Côte de l'Or, principalement à El Mina, la moyenne de vente entre avril 1529 et août 1535 sera de
140 esclaves. Pour Kwame Yeboah Dekou, la production de l'or dans le monde Akan sera constante jusqu'à la fin du XVIIe siècle, mais elle baisse à un niveau inférieur par rapport au siècle précédent à cause de la forte demande en esclaves pour alimenter le commerce transatlantique. À notre avis, il ne faut pas ignorer que pour les Akans, la poudre d'or était leur monnaie et faisait partie du trésor des lignages et aussi du trésor des rois. Ils ne produisaient pas l'or par rapport au commerce avec les Européens, mais pour leurs besoins propres. Pour évaluer statistiquement la production de l'or, l'on utilisait les données des quantités reçues par les Européens et celles qui restaient avec les Africains. On n'en a aucune idée. L'émergence de la traite des esclaves ne signifie pas que la production aurifère va reculer. Donc vous voyez ici, je critique ce que dit Kwame Yeboah Dekou. On ne peut non plus dire que l'artisanat local va reculer à cause des produits européens par les Blancs, par rapport aux produits proposés par les Blancs. Un marché local important se développait parallèlement au commerce extérieur avec les compagnies. Voilà, donc il y a le commerce avec les Européens, mais il y a aussi le commerce local qui se fait. Donc nous allons nous arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Voilà. Donc nous poursuivons toujours justement cette série de vidéos sur les échanges commerciaux dans le monde Akan. Nous nous arrêtons là. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci encore. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.